Alors, monsieur Robert, quel est votre plan pour l'emploi? Eh bien, écoutez, moi et mon parti, nous disons il faut créer des emplois. Des emplois, des emplois. Créer des emplois. N'importe quel emploi pourvu que ça améliore les statistiques, que les chômeurs nous foutent la paix et qu'on continue à s'en mettre plein les poches. Ah, alors moi j'ai une idée, je propose qu'on invente un nouvel emploi. Ah oui, quoi? Un métier très facile, aucun investissement, une matière première abondante. C'est pas cher? Totalement gratuite. Non, et tout le monde peut le faire. Tout le monde. Mais même les chômeurs les excluent. Surtout un métier qui ne demande aucune qualification, on embauche tout de suite massivement, on résorbe le chômage, on a des statistiques flamboyantes. Alors c'est quoi? Mangeur de crottes. Nous vivons dans des sociétés dans lesquelles c'est l'accès au marché du travail, c'est l'accès à l'emploi qui permet de vivre en société, d'être un membre à part entière de la société, d'être pris dans ce système d'interdépendance, de relations et de solidarité. L'idée, c'est de fournir une prestation ou de fabriquer un produit dans lequel on puisse se reconnaître et qui permette de s'épanouir. Avait manifestement peu de goût pour ce qu'on appelle un métier, où l'on gagne honnêtement, c'est-à-dire mal, sa vie, où l'on subit l'autorité d'à peu près n'importe qui, où la liberté s'exprime dans le fait d'aller fumer une moitié de cigarette aux chiottes. Pour moi, c'est de l'exploitation. On doit faire tellement de choses simplement pour pouvoir survivre comme une personne normale. Le progrès technique fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup moins de machines et beaucoup plus de machines. Comme la plupart des êtres vivants, le pigeon associe rapidement le bouton sur lequel il appuie et la récompense. Mais on vit comme des robots. On devrait refuser un modèle économique tourné exclusivement vers le profit. Le progrès technique remet régulièrement en cause le plein emploi, car il permet de diminuer la quantité de travail humain nécessaire pour produire la même quantité de richesse. Autrement dit, il augmente la productivité. Tu sais qu'il est question qu'on achète des presses entièrement automatiques? Mais avant, on veut savoir où ça nous entraîne. Il a fallu que je calcule la différence du prix de revient pour tous nos modèles de jouets. La main-d'œuvre, le temps d'amortissement, tout le fourbi. J'y ai passé tout l'après-midi, j'ai eu une tête comme ça. Et alors? Il n'y a pas de doute, c'est l'avenir. Pense que notre usine pourrait marcher avec 10 ouvriers au lieu de 100. Tu te rends compte? Oui, je me rends compte. Et qu'est-ce qui vous arrête? Le progrès technique, en élevant les qualifications requises, rend plus difficile l'équation du plein emploi. Plutôt que de libérer l'homme de la contrainte, il peut l'enfermer dans la précarité et le chômage. Mais si l'on ne peut guère aller contre l'ingéniosité humaine, on peut s'interroger sur sa finalité. Quels objectifs doit-elle servir? Nous avons d'autre part des industries qui se concentrent, qui se fusionnent, et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Dans le cas de faible productivité, l'homme gaspille son effort et son temps pour n'obtenir qu'un résultat minime. Au contraire, lorsque la productivité est élevée, le moindre effort donnera un meilleur résultat. On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans si on ne leur dit pas que le travail c'est formidable? J'ai une note exceptionnelle à lui proposer et que je voulais simplement lui expliquer ce dont il C'est très bien Nathalie, c'est une super réponse. Allez, on continue, Ilan, s'il te plaît, le prochain, 16%, Ilan, 16%. Je t'ai jamais vu à 16%, c'est du 30 qu'il me faut, Ilan, c'est du 30. Vous ne vous intéressez manifestement qu'au revenu net du capital, pas au revenu brut qui inclut la part du salaire, la quantité de valeur d'usage nécessaire à l'entretien de la population laborieuse. En refusant toute importance à la vie elle-même, les abstractions de l'économie politique atteignent avec vous le sommet de l'infamie. Et nous avons enfin les classes nombreuses nées après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Ça paraît dur, et ça l'est vraiment. Mais parfois, on est responsable de sa propre exploitation. Et c'est grave. Le capitalisme et le socialisme ont la même préoccupation, parvenir à la seule vérité de l'état humain, la paresse.
C'est une vérité qui se cache au plus profond de l'inconscient. Mais, qui sait pourquoi, on ne la reconnaît toujours pas. Et nulle part il n'existe le moindre système de travail qui ait comme slogan « La vérité de ton effort est le chemin vers la paresse ». Au lieu de cela, ce sont partout des slogans prônant le travail. Il en ressort que le travail est inévitable, qu'il est impossible de l'abolir. Alors qu'en fait, c'est à cela que tendent les systèmes socialistes, à soulager du travail les épaules de l'individu. Plus il y aura de gens au travail, moins il y aura d'heures de travail, plus il y aura d'heures d'oisiveté. Et comme la paresse est garantie par le travail, le plan capitaliste d'organisation du travail a construit son système de la manière suivante, qui ne permettent pas de mettre tout le monde au même niveau dans l'utilisation de la paresse. Ne jouissent de la paresse que ceux qui se sont assurés d'un capital. La plupart d'entre nous recevons notre revenu en échange du temps passé à l'emploi. Nous recevons des salaires. Et la baisse des ressources humaines indique généralement une baisse du pouvoir d'achat. N'est-ce pas plutôt ironique que plus notre capacité à produire devient grande, que nous devrions subir une diminution dans notre capacité de consommer? C'est ce qui arrive dans le système de prix. Pour que le produit intérieur brut augmente, nous devons consommer toujours plus. En augmentant notre consommation et en facilitant les déplacements, ne sommes-nous pas en train de saboter notre avenir et celui des générations futures? Notre modèle de prospérité actuel, basé sur la croissance, n'est pas viable à long terme parce qu'il a trop de répercussions sur l'environnement. La croissance infinie dans un monde qui est un monde limité, c'est impossible. Or, notre système est fondé sur cette aberration. La décroissance, c'est pas se priver de tout. La décroissance, c'est peut-être réfléchir plus sur son mode de consommation. De toute façon, nous sortirons de l'industrie automobile que nous le voulions ou non. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Pourquoi? Parce que cette industrie automobile, elle demande énormément de ressources, et ces ressources n'existent pas. Hé, l'autre jour dans un meeting, il y a un type qui me dit « Si on démolissait tous les bâtiments affreux et qu'on se mettait à nettoyer la planète, il y aurait du boulot pour tout le monde pendant 500 ans. Vous vous rendez compte? Oui, c'est qui s'en fout? Non mais dites donc, il va pas bien lui, mais où on irait là? Hé, pourquoi pas changer toute la société pour l'organiser? » C'est un fait, nous ne pouvons pas maintenir notre niveau de consommation et surtout de mobilité, et en même temps réduire nos émissions de CO2 et autres substances polluantes. Par conséquent, nous devons réduire notre niveau de production, favoriser la relocalisation de l'économie et la désindustrialisation. Mais cela concerne aussi la demande. Les hommes, et notamment les générations futures de nos sociétés modernes, doivent jouer le jeu et être en mesure de se contenter de moins pour vivre. D'une manière ou d'une autre, nous serons forcés de changer nos habitudes. Mais peu d'entre nous sont prêts à renoncer à l'idée de pouvoir disposer de tout en permanence. Et peut-être que je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir tout ou rien. Non, tout ou rien, c'est facile. Mais savoir boire un petit peu, responsablement, ça c'est de la discipline. La discipline, elle vient de l'intérieur. I belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Le capitalisme est basé sur l'exploitation. Sans ça, il ne fonctionne pas. Dans ce système, il doit y avoir un faible pour qu'il puisse y avoir un fort. Pour moi, c'est un modèle qui ne repose pas sur la croissance. Tôt ou tard, il atteindra ses limites parce qu'il ne pourra plus croître. Les banquiers et leurs spéculations qui sont à l'origine de cette crise ont été sauvés. Et en ces temps de crise, ils ont encore un tel poids politique qu'on ne leur demande même pas de participer à réparer les dégâts. Il y a une infinité de façons d'organiser notre économie. Mais la guerre contre l'imagination qui est menée depuis 30 ans ne nous permet même pas d'imaginer ce que cela pourrait être. C'est une crise qui est une crise certes économique, c'est une crise écologique parce que nous touchons aux limites des ressources naturelles, et puis c'est aussi une crise de l'économie psychique de nos contemporains. Pourquoi? Parce que, je dirais, au-delà de la croissance économique, eh bien, il y a un modèle qui est un modèle anthropologique, c'est l'individu vu d'abord et avant tout comme un agent économique. Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout. Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Mais ça, ils s'en foutent, t'as pas de monnaie, t'as rien. Mais parallèlement, des structures solidaires se développent, et avec elles, l'aspiration à un modèle de société plus viable. Et si cette crise était une chance, celle de repenser tout notre système? Je crois aux expérimentations sociales et je voudrais créer des institutions démocratiques pour que les gens décident par eux-mêmes de leur propre système. In conclusion, it has become painfully obvious, even for me, a 12-year-old Canadian,
that we are being defrauded and robbed by the banking system and a complicit government. What will we do to stop this crime? What will we do to ensure that the next generation will live free and clear of the debt-based economy that enslaves them to the banks? Margaret Mead said the following, and I hope that all of you remember this. Never doubt that a small group of people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Thank you.